Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Tech avec Imen, le podcast où on parle tech, parcours inspirant et coulisses du monde numérique, autour bien sûr d'un bon café. Pour ce tout premier épisode, j'ai la chance de partager mon café avec Clément Bertillon, Head of Engineering chez Salcio Labs. Et je suis encore plus ravie parce que je travaille avec lui et Clément est parmi les personnes qui m'encouragent et me soutiennent dans tous les projets que je souhaite mener. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu pour ce premier Café Tech. Tout le plaisir est pour moi. Simplement, comment tu te présenterais si tu devais résumer ton parcours en quelques mots? Ok, enchanté à tous. Clément Bertillon, je suis actuellement Head of Engineering chez Sensio Labs et j'ai débuté l'aventure il y a 11 ans. Je suis arrivé un 1er avril, une sacrée blague, en tant que stagiaire. Donc voilà, C'est intéressant. stagiaire, c'était mon stage de fin d'études. Un stage de 6 mois à l'époque. Et ils ont bien voulu me garder à la fin du stage. Et depuis, je suis resté et j'ai évolué dans l'entreprise et j'ai pu, euh, j'ai pu changer de poste à plusieurs reprises. En regardant un peu en arrière, Clément, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la tech vraiment? Hmm. Donc il y a plus que 11 ans, quoi. Oui, il y a plus qu'11 ans. Il y a 11 ans, j'avais un certain âge. J'ai commencé... alors moi, il faut savoir que je viens de l'île de Ré. Et c'est un petit peu reclus parce que j'ai eu internet très tard, vers mes 18 ans, donc c'était assez tard. Et j'étais même à l'internat sur la fin de mes études, donc j'avais même pas accès à internet. Donc je me suis lancé très tard dans l'informatique. J'ai commencé à développer sur des calculettes comme plein de gens apparemment de l'époque, faire des petits programmes sur la calculette et je trouvais ça marrant. Du coup, je me suis intéressé. Et à l'informatique, on a la chance de trouver plein de ressources sur internet. Et sans surprise, je vais citer quelque chose de très connu qui s'appelle Site du Zéro, qui est le maintenant Open Classroom et Oui, qui la belle offre époque. plein de comment La belle époque. la belle époque, oui, avec Mathieu Nebra, donc créateur de Site du Zéro. Et j'ai appris plein de choses là-bas. J'ai suivi des tutoriels, HTML, C, etc. Plein de gens sont passés par là comme moi. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà. Donc ça s'est fait un petit peu au dernier moment. Parce que sur l'année terminale, quand on a 18 ans, on doit choisir ses spécialités, ses vocations, on doit enregistrer ses souhaits. Et me voilà lancé dans une école d'informatique, comme plein d'autres écoles informatiques. J'ai fait Superfo, ça vaut ce que ça vaut, pas de commentaires. Et je me suis retrouvé sur Paris, faire mes études et me lancer dans l'informatique comme ça. Un bel parcours quand même. Déjà, chez Sciences tu es passé par plusieurs rôles. Donc, j'ai fouillé un peu sur ton LinkedIn. Comme tu as dit, tu as commencé comme stagiaire, après développeur, coach, formateur, architecte. Donc, un très beau parcours. Qu'est-ce qui t'a marqué dans chacune de ces étapes vraiment? Euh, alors il y a plein de choses. Alors déjà, le contexte de SenseUp fait que on a plein de profils différents et on a une bonne expertise, donc c'est toujours intimidant à toutes les étapes d'évolution de la carrière. Forcément, quand on est stagiaire et qu'on se retrouve au hasard à côté d'un Julia Poli parce qu'on doit chercher sa place au début, premier jour de l'entreprise, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Donc il y a eu plein de trucs marquants. Moi, s'il y a vraiment un mot qui me marque, c'est l'expertise. J'étais très intimidé au début. Faut pas croire, on souffre tous du fameux syndrome de l'imposteur, comme on dit. Ensuite, les évolutions petit à petit n'ont rien enlevé à l'expertise et au syndrome de l'imposteur. Quand je suis passé dev validé, de lead dev à coach, c'est que tard que la pression est redescendue. En tout cas, pour moi. Donc, plein de choses marquantes. Quand on est dans une boîte comme celle-là, c'est en mode ESN, donc ça veut dire qu'on fait de l'expertise autour de Symfony, c'est bien de le rappeler aussi. Donc le framework PHP et l'expertise, ça passe par plein de choses, ça passe par les audits, ça passe par le coaching, ça passe par la formation et toutes ces missions sont super enrichissantes. Voilà. Y a-t-il eu un moment clé, une rencontre ou une opportunité qui a vraiment changé la suite de ton parcours? Il y a d'une part la succession des bons projets, parce qu'à Sensio Labs, on a aussi cette chance d'avoir des projets assez challengeants techniquement.
Je dis pas qu'Essential Labs on a les meilleurs projets du monde, mais on a quand même de sacrés beaux clients. Donc il y a des défis techniques. Il y a l'expertise, comme je l'ai dit précédemment. Donc on a un combo projet exigeant qui demande une certaine expertise technique, des collègues qui ont une sacrée expertise technique. Donc en fait, moi je remercie surtout toutes les personnes que j'ai pu croiser. Et la liste serait longue. Je peux notamment remercier Salah, le CTO actuel de Sensio Labs. Mais il y a aussi plein d'autres collègues qui m'ont beaucoup apporté. J'ai très envie de parler aussi de la certification de Symfony, mais je crois qu'on va y revenir un peu après. Yes. Sûrement, il y a des défis, quoi. Oui, complètement. Il y a des défis un petit peu à chaque palier, donc chaque poste peut-être. Au début, quand on est développeur, on essaye de trouver une légitimité, de montrer sa valeur. Moi, par exemple, c'est très personnel, mais je me suis lancé dans l'informatique, j'étais très mauvais en anglais. Donc, la grande partie de mon stress était générée par l'anglais. En plus du syndrome de l'imposteur, j'ai vraiment un souci vis-à-vis des langues. C'est même médical. Donc, c'était un très grand défi et je l'ai passé au bout d'un moment. Ça m'a pris quand même quelques années de cours particuliers et d'énormément de cours particuliers et de cours particuliers en anglais. Ça, c'était un des gros défis. Et une fois ça passé, tout le reste me semblait très facile. J'ai pas en tête de gros défis. C'était ça la question, c'est les défis que j'ai pu croiser. Il y avait celui de la certification. Bon, c'était quand même un petit défi parce que on a aussi le stress de l'examen au début. Mais on passe une première certification et on voit que c'est pas si compliqué, hein, Imen. Oui, je sais, j'ai bien compris. Voilà. Comme j'ai dit, en fait, aujourd'hui, tu es Head of Engineering chez Essential Labs. Concrètement, à quoi ressemble ton quotidien? À quoi ressemble mon quotidien? Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. En théorie, Head of Engineering, c'est un poste qui vient d'être créé chez Sensio Labs. Donc, il y a un petit peu d'évolution par rapport au périmètre. Et juste avant, j'étais et je suis toujours ce qu'on peut appeler architecte IT. Alors, architecte IT, alors faire attention avec les termes, parce qu'un architecte dans le développement d'informatique, ça veut un peu tout et rien dire. Mais si on revient sur Head of Engineering, grosso modo, j'ai une dimension management où je manage des équipes. Donc on fait du suivi de projet. On essaie aussi d'animer une communauté à l'intérieur, donc de favoriser le partage de connaissances. Ça a toujours été dans l'âme de Sensio Labs, ça. C'est pas et c'était déjà le cas quand je suis arrivé il y a 11 ans. J'insiste là-dessus, Sensio Labs, il y a vraiment un gros il y a beaucoup de partage de connaissances parce que c'est aussi en alignement avec la philosophie du logiciel libre. Rappelez que Sensio Labs, c'est autour de Symfony, c'est du logiciel libre, c'est de l'open source. Dans l'open source, on adore le partage. Donc à Sensio Labs, on favorise ça en interne et en externe. Donc c'est aussi ça que j'essaye d'animer. Voilà, et après, il y a aussi la question un peu de comment dire, le fait d'avoir une légitimité technique au sein de Sensio Labs. Voilà, grosso modo, pour le poste, je vais pas me m'étayer sur le périmètre. Ok, ça marche, c'est très intéressant ce que tu as raconté. Et je confirme sur la philosophie de Sensio Labs. Du coup, comment tu trouves l'équilibre entre la partie management technique et vision stratégique? Il y a des questions compliquées, ça. L'équilibre technique et la vision. C'est une question qu'on pourrait poser à un CTO, ça. Parce que c'est aussi une de ses prérogatives. Ça me fait penser aux questions. Je le garde pour ça là, ça. Tu peux le garder pour ça, parce que ça me fait penser aux questions. Je réponds comme ça, hein, ça intéressera tout le monde, mais allier des roadmaps techniques et des roadmaps fonctionnels, c'est un peu ce genre de problématique. Quand on est dans l'expertise, mais pas forcément dans l'opérationnel. Moi, concrètement, à Sensio Labs, j'ai pas trop cette problématique-là. La vision technique, on l'apporte. Il y a une position qu'on a à Sensio Labs qui est une position d'expertise. Et quand on fait de l'expertise, quand on fait, je dirais même du consulting, donc c'est pas que à Sensio Labs, on essaye de faire des recommandations en fait.
on essaie de faire des recommandations aux collègues, on essaie de faire des recommandations aux clients. Donc c'est une posture à prendre. Maintenant, on est expert de notre techno, on fait nos recommandations. Si un client veut pas les suivre, tant pis. Et du coup, avec tout ça, Clément, est-ce que tu arrives encore à coder un peu ou bien ton rôle est devenu surtout organisationnel? Euh, oui, je code plus beaucoup. Ce qu'on pourrait demander à un architecte, ou en tout cas, on va parler du pôle expert à Sensual, parce qu'il y a le pôle expert, où on a des missions comme le coaching, les audits, les études d'archi, les études de migration. On code plus beaucoup, honnêtement, Imen. C'est un peu dommage, mais on a quelques occasions quand même de coder. Par exemple, quand on doit développer un proof of concept pour une étude d'architecture, ça peut nous arriver. Donc, à la rescousse, il y a les side projects. Voilà. Et ça, c'est fort pratique. Et en ce moment, j'en ai un sur lequel je consacre beaucoup trop de temps. C'est bien. Au moins, tu as le temps de coder, te mettre les mains sur un clavier, quoi. C'est bien. C'est ça. Suffit juste de sacrifier son sommeil. Ah, ça, Non, n'écoutez pas ça. oui. Et du coup, parmi les projets récents là chez Sensio Labs ou bien tes projets personnels, quels sont ceux qui t'enthousiasment le plus, quoi? Alors, il y en a plusieurs. À Sensio Labs, j'ai dit qu'on avait des belles missions, des beaux clients. On a pas mal de projets autour du ministère de l'Intérieur, comme notamment Plainte en ligne. Donc le site pour déposer plainte tout simplement en ligne, un parcours complet, hein, comme pour être aligné à la promesse d'Emmanuel Macron il y a quelques temps. Le projet est en prod depuis maintenant un certain temps, donc ça c'est dessus je fais un peu de renfort d'architecture. C'est assez intéressant. Problématique du coup, volume, sécurité. Il y a d'autres projets, peut-être même encore plus intéressants, dans lesquels je peux pas parler. Et à côté de ça, si on englobe aussi les projets, les side projects, je m'éclate aussi sur mes side projects. Et il y a un projet que tu peux le partager avec nous. Tu m'as parlé il y a quelques semaines d'un projet. Ah oui, j'ai un side project, mais qui est très très geek. D'ailleurs, je ferai peut-être une présentation en interne. Super exemple ça, Imen. Je suis en train de me dire, il faudrait que je le partage. C'est un réflexe à avoir. Si on fait un truc cool, il faut que ça se diffuse. Et comme on est très partage de connaissances à Sensu Labs, là je viens de me dire, tiens, il faudrait que je fasse un midi formation. C'est un des formats qu'on a à Sensu Labs. Ouais. Où on montre pendant une petite heure sur la pause déj, voilà, sur quoi on bosse, tant que ça a un rapport à peu près avec l'informatique et le développement. Et donc mon projet, pour faire quand même très court, parce que c'est un peu geek quand même, Imen, c'est un indexeur, c'est comme un comparateur de prix dans un monde de jeux vidéo. Donc ça reprend certaines problématiques des sites e-commerce, agrégation de produits, diffusion, moteur de recherche, scoring, beaucoup d'IA et beaucoup d'IA. Voilà. Bon, je l'ai vu et je le trouve très intéressant. C'est pour ça, c'est bien de partager, que ce soit avec nous aujourd'hui au podcast ou bien chez Sensio Labs pendant une midi formation. Tu as accompagné pas mal de développeurs dans ta carrière. Et du coup, selon toi, quelles sont les bonnes habitudes de code à adopter très tôt? Alors, il y a plusieurs choses il y a plusieurs réponses possibles là-dessus. Et je vais me permettre une petite parenthèse, une petite recommandation avant même de se lancer peut-être dans le développement ou des conseils dans le développement. C'est en fait des choix de carrière. J'ai oublié de dire que dans mon périmètre de Head of Engineering, j'avais aussi le recrutement tech à Sensio Labs. Je dois driver, grosso modo, le recrutement. Donc, on fait des recrutements assez carrés, recrutement technique Sensio Labs. Et je vois plein de candidats du coup. Je sais pas combien pour donner un ordre d'idée, j'ai dû faire passer 300, 400 entretiens techniques sur les quelques. Ça fait 7 ans que je fais ça, 8 ans. Et il y a un truc qu'on remarque, c'est triste, mais comment dire, à Sensio Labs, on évalue vraiment sur les compétences. On n'est pas très orienté CV, je voulais pas dire CV, mais études, diplôme. Le CV, bien sûr, ça compte.
Ce que je veux dire, c'est que nous, dans l'entretien, même si t'as pas le diplôme, si t'es super compétent, ça peut largement compenser. Et ça, c'est un mindset qu'on trouve pas que à Sensio Labs, hein. C'est pas Sensio Labs qui est unique dans son genre. C'est un mindset plus du logiciel libre, du côté un peu anglo-saxon, un peu IT, où voilà, on est assez open. Tout ça pour dire que ce qu'on constate, ce que je constate aujourd'hui, et c'est un conseil que j'aurais bien voulu qu'on me donne moi à l'époque, et je me rends compte que j'ai eu de la chance, c'est que la première entreprise qu'on choisit, en tout cas dans les premières, en informatique, enfin dans le développement, on peut un peu faire deux catégories d'entreprises. On peut faire les entreprises qui sont des ESN, donc anciennement appelées SS2I, ou des entreprises de type produit. Donc soit la boîte, elle fait de l'expertise, du consulting, quelque chose autour du dev, soit elle a elle-même son produit, son logiciel. Et il vaut mieux, je vais faire très court, vaut mieux commencer par de l'ESN. Pour grosso modo la montée en compétences. On va beaucoup plus facilement monter en compétences sur une ESN parce qu'on va être confronté à beaucoup plus vite beaucoup de projets. Et pour citer Fabien Potencier à une de ses keynotes il y a quelques années, un ingénieur moderne doit voir plein de problématiques différentes et c'est impossible de les voir sur un même projet. Il faut absolument voir plusieurs projets pour être confronté à plusieurs problématiques. Et non, vous ne trouverez pas un projet qui mixe toutes les problématiques modernes. On peut pas avoir un projet web où il y a à la fois un problème de trafic, un problème de traduction, un problème d'asynchrone, et je sèche, mais il y a plein d'autres problèmes actuels. C'est pas les problèmes qui manquent normalement. Et à moins d'être dans une énorme boîte avec produits sur lesquels on peut switcher de projet comme on veut, c'est très peu probable. Il vaut mieux favoriser les ESN au début. On monte très vite en compétences. Après, libre à vous de switcher sur les produits. Parce que le problème, au final, Imen, c'est que on trouve des développeurs qui restent coincés 10 ans dans la même boîte, sur le même projet. Ils sortent au bout des 10 ans. Ils se valorisent comme senior, donc développeurs seniors. Ils arrivent en entretien, donc 10 ans d'expérience. Le problème, c'est qu'il y a un autre développeur à côté, il a que 2 ans d'expérience, mais il a fait plein de projets horribles dans des ESN, et il est beaucoup plus à jour techniquement. Il en connaît beaucoup plus, il serait beaucoup plus débrouillard, il serait beaucoup plus staffable. Au final, il pourrait prendre des bien meilleures décisions. Et ça, c'est triste. C'est triste, et c'est ça, hein, c'est ça, un développeur moderne. Hein, pour monter en compétence, il n'y a rien de mieux que faire des projets avec des problématiques différentes. Voilà. Ouais. Ouais, merci, c'est très intéressant, je trouve. Merci de partager tout ça avec nous. Yes. Donc j'ai de la chance parce qu'à Sensio Labs, il y a un mode même si on pourrait se dire qu'on fait de l'expertise autour d'un produit, donc Symfony, il y a quand même une dimension ESN en fait. On fait de l'expertise autour de quelque chose qui est gratuit. D'ailleurs, c'est souvent une question qu'on nous pose, comment on fait de l'argent autour d'un logiciel qui est gratuit? On fait de l'expertise, donc audit, coaching, formation, etc. Donc je suis allé à Sensio Labs un peu comme ça, parce que je me suis dit que j'allais jamais être recruté. À la base, c'était une blague. Je les ai vus à un job forum et j'ai posté mon CV avec un pote de promo et on s'est dit on va faire coucou parce qu'on aime bien Symfony, mais on va jamais être recruté. Au final, on a tous les deux été recrutés. Petit coucou à Rénis. Mais si j'avais su, j'aurais vraiment orienté mes recherches sur ESN au début. C'est ce que je dis du coup à toutes mes connaissances. Une autre partie de ta question, c'était sur des types de développement. C'est ça. Et vraiment, je pense que c'est dur de résumer. Si j'en ai qu'un qu'on répète souvent, et je pense que je vais le répéter, je vais le rabâcher, quand vous êtes en train de développer, si vous êtes un peu nouveau, fouillez dans vos vendors. Voilà. Je pense que c'est très bien comme conseil. Fouillez dans vos vendors. Ça veut dire, si vous êtes un développeur JS et que vous utilisez une librairie, vous ouvrez notre module et vous vous baladez dedans. Si vous êtes PHP, vous ouvrez votre dossier vendor et vous vous baladez dedans. Ça fait énormément progresser. On le répète depuis un paquet d'années, mais je pense qu'il faut continuer à le répéter. Voilà. Ouais. T'as bien fait de le répéter aujourd'hui, quoi. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut progresser rapidement avec Symfony ou plus largement dans le développement? Ah,
Il y a une réponse toute faite, ça, pour progresser sur Symfony. C'est quelque chose qu'on constate très souvent. C'est tout simplement essayer de passer la certification Symfony. Je pense que c'est à ce moment-là que je peux en parler. Il y a d'autres moments où j'aurais pu en parler, mais vraiment, la montée en compétence est incroyable. On veut progresser en Symfony. Eh ben, on essaye de passer la certification. Qu'est-ce que ça veut dire essayer de passer la certification? Ça veut dire réviser le programme de certification. Et c'est là, en fait, c'est là où on progresse énormément. J'ai envie de dire qu'en fait, le plus important, c'est les révisions. C'est même pas la certification en elle-même. Bon, ça fait quand même plaisir d'avoir le bout de papier à la fin, mais c'est les révisions qui drivent tout. Et en fait, quand on veut réviser quelque chose comme ça, quand on a une certification exigeante, comme celle de Symfony, ben on a un programme officiel le programme de la certification. On a les thématiques sur lesquelles on va être interrogé. Et quand on voit toutes les thématiques, on se rend compte qu'il faut un petit peu réviser un petit peu de tout. Et je le répète, ça fait du bien. La certification Symfony ne demande pas d'être le plus grand expert sur Symfony. Elle demande d'être à peu près moyen bon, mais dans beaucoup de domaines. On peut pas négliger un domaine en révisant la certification Symfony. Donc c'est parfait pour combler ces lacunes. C'est vraiment idéal pour combler ces lacunes. On regarde le programme de révision Symfony, on se dit tiens, bah je connais déjà bien les contrôleurs, je connais déjà bien PHP, je connais déjà bien ça, et hop, il y a un chapitre sur le cache HTTP. Et imaginons que j'ai jamais fait de cache HTTP, d'ailleurs c'était mon cas quand j'ai révisé, mais c'est parfait parce qu'on va axer nos révisions justement sur le cache HTTP, là où on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc on va réviser là où on n'a pas beaucoup d'expérience, ça va combler nos lacunes, ça va compléter notre profil, et c'est super, et on va devenir super bon sur le cache HTTP. Parce que pour rappel, le cache HTTP c'est pour traiter des problèmes généralement de trafic, et tous les sites n'ont pas un très gros trafic. Et cache HTTP c'est pas quelque chose de très simple. Le standard est quand même très riche, et une fois d'ailleurs qu'on l'a appris, eh ben on est super débrouillard, peu importe le framework. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc là, on arrive à la partie un peu fin de Cafitech, celle où on va poser le clavier, on va respirer un peu et on va parler de Clément, comment dire, Clément la personne quoi, pas Clément le head of engineering ou le développeur Symfony. Donc okay. Quand tu ne codes pas, vraiment tu fais quoi de ton temps libre Alors du coup, on exclut les side projects, hein. Oui, c'est ça. Je sais que tu fais ça dans ton livre. Je passe trop de temps à tester Claude. Si j'ai un seul truc à dire, pitié, allez tester Claude en mode agentique, c'est incroyable. Le modèle 4.5 vient de sortir. Bon, et si on exclut ça, et qu'on exclut Gemini, GPT-5, tout le reste, je suis un très gros joueur de jeux vidéo, beaucoup trop. Je passe beaucoup trop de temps sur les jeux vidéo, notamment sur le meilleur jeu vidéo du monde. Ça fait du bien de le rappeler, Path of Exile, le chemin de l'exil, qui est un jeu un peu compliqué. Moi j'aime bien les jeux compliqués. D'ailleurs, c'est un peu trop compliqué, parce qu'en 15 000 heures de jeu, je suis pas sûr de l'avoir terminé. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Pendant un temps, je faisais beaucoup de musculation. J'étais passionné de nutrition. D'ailleurs, j'ai donné un Midi Passion. Donc, c'est un autre format en interne où on peut faire du partage de connaissances sur des sujets qui sont pas tech forcément. C'est un super format d'échange. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le piquer dans vos boîtes. C'est trop chouette. On essaie de faire ça une fois par mois. Donc c'est un format, je fais une petite pub sur, enfin je parle un petit peu de ce format parce que c'est assez sympa. Le format, par exemple, vous avez une passion, la photographie, vous parlez de la photographie, vous parlez de la musculation, vous parlez, aujourd'hui on vient d'annoncer à SensuLabs le prochain Midi Passion qui est sur les cailloux, voilà. Le titre est exprès nul pour justement attirer l'œil. Comment ça ? On va parler de cailloux. Le pouvoir des cailloux. Normalement, c'est pas la lithothérapie. Pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai déjà fait un Midi Passion sur la nutrition, la musculation et les produits dopants, les compléments alimentaires. J'aime bien tout ça. Je faisais pas mal de musculation il y a très longtemps. Donc j'ai ces deux hobbies qui m'ont pris beaucoup de temps. On peut pas allier les deux. On peut pas allier travail, beaucoup de musculation et beaucoup de jeux vidéo
malheureusement, si on veut conserver le sommeil, et moins tu dors, plus t'es fort, ça marche pas. Donc, en termes de hobby, je pense que j'ai fait le tour. Quand j'étais plus jeune, oui, bon voilà, des sports, des activités, mais vraiment, oui, Imen. T'as pas parlé de ski? J'ai pas parlé de ski, c'est vrai. C'est vrai que mon pseudo sur internet, c'est Ski Gun. Je l'ai choisi quand j'avais 11 ans, je me rappelle. Je faisais d'ailleurs du tir à la carbine en club de sport, pour ça. Donc j'avais cette passion aussi quand j'étais plus jeune. Mais j'ai une passion dans la vie, c'est le ski. C'est vrai que je dis souvent à mes collègues, je vis pour le ski, parce que mes vacances préférées, c'est le ski. Et je suis parisien, peut-être pour ça. Le ski, c'est trop bien. Mais j'ai grandi un petit peu... j'ai dit que je viens de l'île de Ré, mais dans une autre vie, je suis né vers Lyon, vers Bourgoin-Jallieu. Et du coup, j'allais un peu en montagne. Mais ouais, le sport de la glisse, le ski, c'est un des trucs que je préfère. Il n'y a pas mieux, c'est la bonne fatigue à la fin de la journée, la meilleure nourriture possible, les meilleurs paysages possibles, le meilleur sport possible. C'est juste un peu cher. Du coup, ah oui. Voilà. Si vous voulez un bon plan, passez par UCPA. C'est incroyable. UCPA, c'est un organisme affilié à l'État qui permet d'organiser des sorties entre jeunes. À la base, c'était réservé aux jeunes. Maintenant, on peut y aller même si on a 40 ans. Et ça permet d'avoir des prix vraiment pas chers. Ils font tout type d'activités, du kitesurf au ski. Ils ont des installs. Et par exemple, ils ont plein de stations. Et moi, je vais souvent à Sud Val Thorens, qui est top. Donc, UCPA Val Thorens. C'est pas cher pour du ski. Top station, top équipement, super ambiance. Voilà. Je recommande. Intéressant. Et du coup, parmi tout ce que tu as cité là comme hobby ou passion, il y a quelque chose qui t'aide vraiment à te déconnecter du boulot? Tu arrives à faire ça? Oui, bah, à me déconnecter du boulot, oui, j'arrive bien à me déconnecter du boulot. Ça, je pense que je suis assez discipliné là-dessus. Mais il n'y a pas une activité plus qu'une autre qui me déconnecte du boulot. Même les jeux vidéo comme Path of Exile qui sont très compliqués parce que faut comprendre que dans ce jeu vidéo, c'est une espèce de RPG à la Diablo. On peut faire ce qu'on appelle le theory crafting, c'est qu'on peut passer plus de temps hors du jeu vidéo pour préparer le jeu vidéo. C'est de la préparation à l'intérieur. C'est grâce à des outils comme Path of Building où on va essayer de créer son personnage et il faut utiliser beaucoup d'imagination et beaucoup de maths pour réussir à jouer. Même quand je fais ça, je m'évade complètement, oui, il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien. Je vais essayer moi aussi de jouer aux jeux vidéo. C'est gratuit, Path of Exile. J'ai quelques collègues à Essential Labs qui essayent. Et d'ailleurs, mon side project, c'est un comparateur de prix pour Path of Exile. Je l'ai pas dit, oui. Ok, et du coup, pour finir, est-ce que tu peux partager avec nous une petite anecdote marrante ou un moment de galère devenu drôle pendant ta vie, ton parcours chez Sensiolab ou ailleurs, quoi? Alors, un truc marrant qui est arrivé à Sensiolabs. Ça, il n'y a personne qui nous écoute, on peut dire des bêtises. Oui. Je peux raconter la fois où j'ai drop une table où il y avait des centaines de millions d'euros chez une banque. Non, ça s'est pas vraiment passé. Clin d'œil, clin d'œil. Plus sérieusement, moi ce que j'adore à Sensiolab, c'est les grosses soirées. Je me rappelle les soirées de Noël, on fait bien la fête. Un peu moins depuis les histoires de confinement, c'est dommage. Après, j'ai pas de souvenirs très précis. Je sais qu'à Sensiolabs, on aime bien rigoler sur plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais y raconter? Allez, j'ai juste un ticket d'entrée à Sensiolabs si oui. si vous voulez nous rejoindre. C'est très simple, il faut offrir un kebab au CTO Salah Merga. Donc voilà, un petit kebab et vous avez vos chances. Et du coup, là, vous avez un point clé pour arriver chez Sensio et du coup chercher un bon kebab oui. Partout en France. Déjà, il a tout. Je pense que Salah, il connaît il existe que 2-3 bons restaurants de kebab en France et Salah, il connaît quoi. Un peu trop, ouais. Oui. Du coup,
Là, on parle de Cafétech et Cafétech avec Imen. C'est quoi ton rituel Cafétech personnel, playlist, ou bien quelle routine que tu as ou quelle boisson que tu préfères le boire lorsque tu bosses? Ah, moi, je bois beaucoup trop de café, ça c'est sûr. J'ai rien de spécial à part du café, mais attention à pas en abuser. C'est marrant parce que souvent on me critique et on me dit mais t'es pas un expert en nutrition, t'es pas passionné par la nutrition, mais tu manges et tu bois n'importe comment. Bah je fais oui, c'est comme tout le monde, hein. Mais je me suis mis au DK, voilà. Je, je me suis mis au DK. Je vois aucune différence. C'est une arnaque qui mène. Ouais, tant mieux, sûrement, tant mieux. Ouais. Et merci beaucoup Clément pour cet échange riche et super inspirant. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent suivre tes projets ou échanger avec toi? Je recommanderais bien le Slack officiel de Symfony. Symfony Dev, vous pouvez trouver le lien sur le site de la documentation officielle de Symfony. Ok, parfait. Et pour vous qui écoutez, merci d'avoir pris ce Café avec nous. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager et à laisser un petit mot. On se retrouve très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Et en attendant, prenez soin de vous et bon café. Au revoir. Au revoir.